Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 46, Lettre à un ami. Lors du discours prononcé par saint Ambroise pour l'enterrement de Valentinien II dans la basilique Saint-Laurent de Milan, fin 392, on entendit notamment ces mots. Et je cite : « Je me trouverai comme excuse que je n'avais rien entendu de vos périls, que je n'avais reçu aucune de vos lettres, que je n'aurais pas pu venir à votre rencontre avec mes propres chevaux, même si j'avais entrepris le voyage. Et ainsi, sûr de votre pardon, alors que je comptais les jours et que je guettais le chemin de votre arrivée, voici que je reçus un courrier m'indiquant que je devais partir sans tarder, parce que vous vouliez m'avoir pour garant de votre fidélité envers le maître de la milice. Est-ce que je m'y suis opposé ? Ai-je tardé ? On ajouta que je devais me hâter, et qu'ainsi, vous pourriez vous-même vous faire baptiser. Eulogie de Valentinien II, automne 392, par saint Ambroise de Milan. Le jeune empereur Valentinien II, mort mystérieusement en mai 392 à Vienne dans l'Isère, a été ramené en fin d'année à Milan, pour un enterrement somptueux, aux côtés de son grand frère Gratien. Et c'est à cette occasion que ce discours funèbre va être prononcé par saint Ambroise lui-même. Un texte plein d'émotion et de tristesse, devant la mort du jeune homme, que saint Ambroise décrit littéralement comme un fils qui vient de lui être arraché. Ce qui peut sembler bizarre, au vu de l'histoire compliquée entre les deux hommes, car l'un des premiers titres de gloire d'Ambroise, si on peut dire, a justement été de s'opposer à Valentinien II et à sa redoutable maman, la belle Justine. 6 ans plus tôt, en 386, lors du conflit des basiliques, l'évêque a soulevé la foule contre l'empereur et sa mère pour empêcher leur prise de contrôle d'édifices religieux au profit des prélats homéiens que le Nicéen Ambroise détestait. Une victoire qui va asséner un coup terrible au prestige de l'empereur et qui ne sera pas pour rien dans l'invasion de Magnus Maximus l'année suivante, saisissant le prétexte pour chasser l'hérésie d'Italie et grossir son territoire au passage. Alors, comment Ambroise et Valentinien II ont-ils réussi en quelques années à tisser une véritable relation d'amitié ? D'abord, soyons justes, le conflit était surtout entre l'évêque et sa maman, puisque Valentinien n'était qu'un adolescent à l'époque. Et puis, avec sa fuite à l'Est et le mariage de sa sœur en 388, Valentinien a dû accepter de renoncer à son hérésie et adopter la foi nicéenne pour que Théodose accepte de l'aider. Une conversion, probablement du bout des lèvres, mais conversion quand même, qui arrange tout le monde. Lors du retour de l'empereur en Occident, saint Ambroise, pris de pitié, devient un mentor en quelque sorte pour le jeune homme et l'encourage dans ses nouvelles dispositions religieuses, maintenant que la terrible impératrice Justine est morte. Les deux vont ainsi maintenir une correspondance soutenue durant les années d'exil de Valentinien à Vienne dans l'Isère, avec une accélération dans les derniers mois. Le jeune homme multipliant les appels à l'aide, allant même jusqu'à demander un baptême nicéen. Ce qu'on peut considérer comme un véritable SOS, puisque les empereurs se font souvent baptiser à l'article de la mort au IVe siècle, comme ce fut le cas de Constantin le Grand ou de Constance II. Mais cet appel ne va pas fonctionner, comme Ambroise lui-même le raconte dans son eulogie, en expliquant que leurs messages se sont croisés et que l'évêque s'est mis en route trop tard pour sauver le jeune homme. Enfin, peut-être. Il y a quand même des choses troublantes dans cette eulogie. D'abord, les excuses que sort Ambroise semblent un peu trop insistantes, comme si dans le fond, à l'inverse de ce qu'il prétend, il avait bien quelque chose à te reprocher. Et puis, toute la lettre tourne autour du pot, lorsqu'il évoque à multiples reprises la fin tragique et inattendue de Valentinien. D'accord, il a fait allusion à la dispute qui a opposé le jeune prince à celui qu'il appelle simplement le comte ou le maître de la milice. Mais finalement,
il reste tout à fait évasif sur les causes de ce terrible événement. L'explication la plus logique, c'est évidemment qu'Ambroise se doute bien que c'est Arbogast qui est derrière ce sale coup de 392. Mais personne n'est assez fou pour accuser frontalement le franc dans cette partie d'Empire. Il est assez probable que l'évêque se sente mal en cette fin d'année, avec cette méchante culpabilité de l'ami en carton-pâte qui n'a pas osé prendre de risques, avant et même après la mort de l'empereur, pour dénoncer son bureau, le maître de la milice Arbogast. Ce qui, considérant le personnage puissant qu'est Ambroise, en dit long sur le pouvoir réel des prélats, et sa limite en cette fin de IVe siècle. Oui, les évêques ont un véritable pouvoir dans l'Empire romain. Ils peuvent contrôler la foule, ils peuvent pourrir la vie d'un empereur et influencer les affaires politiques, en donnant ou en retirant leur assentiment aux dirigeants. D'accord. Mais il y a une grosse limite quand même. Tout ce pouvoir, toute cette influence ne peut s'exercer que dans le cadre de ce qui touche au rôle accepté de l'Église dans la société, c'est-à-dire la foi ou la protection du peuple, ce qui est énorme mais cadré en même temps. Les évêques savent donc jouer de ce pouvoir pour pousser leurs intérêts ou leurs priorités, mais savent aussi ne pas aller trop loin, et notamment ne pas se mêler du jeu compliqué des luttes politiques autour des empereurs. Leur position à part dans le champ politique romain, très importante et en même temps très décalée, leur donne une véritable liberté de ton et d'action, en même temps qu'elle délimite strictement leur champ d'activité. Aucun évêque ne sera jamais fonctionnaire impérial, ou pire encore, officier militaire. La direction politique des affaires de l'Empire est une chasse gardée des souverains, dans laquelle les évêques ne s'aventurent pas, restant fidèles à cette époque au commandement de Jésus-Christ de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une position originale donc pour ces prélats, qui va se maintenir dans une certaine mesure un siècle plus tard en Gaule, sous le contrôle des rois mérovingiens. Malgré l'implication grandissante des évêques dans les affaires politiques du royaume des Francs, ces hommes garderont la plupart du temps un rôle plus strictement lié aux affaires de leur congrégation ou de leur foi, avec une certaine autonomie laissée par le pouvoir en échange d'un désintérêt attendu pour les affaires de politique étrangère ou intérieure. Cette séparation des pouvoirs avant l'heure, encore très nette au IVe siècle, n'avait peut-être pas tout à fait été comprise par Valentinien II, qui a cru, à tort, que le très puissant saint Ambroise pourrait l'aider dans sa lutte de pouvoir avec Arbogast en 392. Un évêque qui a bien entendu soutenu le jeune empereur verbalement et spirituellement, mais de loin. Un soutien bien trop insuffisant ou indirect pour fléchir Arbogast et qui, s'il s'est seulement manifesté, n'a pas suffi à sauver le pauvre Valentinien II de son terrible destin.